Je m'appelle Michel Martinez-Pérez, je suis professeur des universités à Sorbonne Université en langue et culture catalane et je dirige le Centre d'études catalanes. Bon, bonjour Michel, je suis vraiment très contente de faire cet entretien, ma thèse et moi, aujourd'hui avec toi. Et est-ce que tu peux commencer par nous dire le titre de ta thèse, en quelle année tu l'as soutenue, dans quelle université et sous la direction de qui? Oui, alors j'ai soutenu ma thèse en 2012 à l'Université de Bourgogne. J'étais dirigé par Anne Charlon et ma thèse s'intitule Émergence et consolidation d'un parti nationaliste progressiste en Espagne, le cas de Junta Aragonesista en Aragon de 1986 à 2012. Bon, alors on va voir la spécialité catalane. Moi, je suis très contente qu'on en parle. Tu le sais, en tant que présidente de la SOFIA, je tiens à ce qu'on défende les études catalanes. Donc, tu vas me parler de tout ça. Mais avant, de manière un peu plus personnelle, voilà, même si la Catalogne et les études catalanes sont personnelles, hein, mais on va revenir en arrière et tu vas essayer de me dire, si tant est que tu le saches, pourquoi l'espagnol, les études d'espagnol, et pourquoi prof. Alors, pourquoi espagnol? Eh bien, peut-être tout simplement au départ parce que je suis d'origine espagnole, mes parents sont aragonais. Je suis né à Paris dans une famille hispanophone, très en lien avec la Catalogne aussi et le Pays valencien, donc d'où cette double culture espagnole, castillane et catalane, enfin castillane par l'Aragon, mais l'Aragon castillanophone. J'ai suivi un parcours tout ce qu'il y a de plus classique dans un lycée parisien, enfin collège, lycée. J'étais en section européenne espagnole au lycée, pas au collège. Au collège, je n'ai pas eu le droit de faire de l'espagnol. J'ai fait de l'allemand et du latin pour voilà et ne pas tomber dans la facilité. Mais c'est vrai que je me suis vraiment épanoui à partir du lycée grâce à la section bilingue espagnole, en espagnol première langue et avec des cours d'histoire de l'art en espagnol avec Madame Rada et Monsieur Dufay. Je m'en souviens très précisément au lycée Edgar Quinet, rue des Martyrs, dans le 9e. Et ça a été vraiment bon, une forme de voilà, ça a été une révélation, voilà, une révélation pour moi que grâce à mon bilinguisme et grâce à ma double culture, je ne parlais pas encore catalan à l'époque, je pouvais faire ma vie, construire une vie professionnelle en France en étant enseignant. J'avais été un peu familiarisé avec l'université par ma grande sœur qui avait commencé aussi des études d'espagnol et de catalan au centre d'études catalanes aussi à la Sorbonne, donc j'entendais parler avec ses collègues des activités du centre et de la Sorbonne, même si ensuite ma sœur a fait un autre parcours et n'a pas fini ses études. Mais voilà, quelques temps après, puisqu'on a 13 ans de différence, quelques temps après, j'ai pris le même parcours et je me suis épanoui dans ce parcours qui à l'époque, j'ai eu la grande chance d'arriver à la Sorbonne en 97. Il y avait un double DUG espagnol-catalan. Donc j'ai pu, même si mon catalan était encore un peu incertain, j'avais fait option catalan pour le bac à distance, donc j'avais quelques rudiments, mais je le parlais pas encore très bien, j'avais encore beaucoup de progrès à faire, mais je me suis lancé dans le bidug et comme le vivier catalaniste est quand même assez restreint dans le bassin parisien, j'ai eu la grande chance d'avoir des cours fabuleux avec Marie-Claire Zimmermann, Anne Charlon, qui allait devenir ma directrice de thèse par la suite, Marina Mestre, des lecteurs de catalan qui sont passés par le Centre d'études catalanes. Et donc, en très faible effectif, j'ai eu une formation accélérée de catalan dès le DUG. Et bon, c'était vraiment une époque merveilleuse, formidable, avec vraiment une vraie immersion en catalan au Centre d'études catalanes dans ces années-là, qui, bon, voilà, je pense que ça a été beaucoup plus effectif pour moi que si j'avais vécu à Barcelone ou à Palma ou dans une ville partiellement catalanophone, mais c'est vrai que mon immersion ici à Paris a été vraiment merveilleuse. Et alors enseignant? Et enseignant, donc j'ai commencé ces études d'espagnol et de catalan, voilà, parce que c'était le domaine dans lequel j'étais le plus à l'aise. Sans trop penser à devenir enseignant par la suite. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé un peu trop, sans le savoir, inscrit en 2002, enfin en 2001 pour passer le CAPES et l'agrégation externe d'espagnol, avec l'option catalan bien sûr. Et je me suis dit que c'était finalement
une belle profession. J'ai été avant ça lecteur, enfin on disait assistant de conversation de français en Espagne. J'ai eu la grande chance d'obtenir l'île d'Ibiza pour pratiquer aussi mon catalan. Donc j'ai passé mon année de maîtrise à Ibiza. J'ai rencontré des collègues formidables dans un système très différent du lycée français, comme on le sait tous. Mais j'avais deux lycées à Ibiza, très différents l'un de l'autre. J'ai eu vraiment une belle activité professionnelle là-bas d'un an. Et je me suis dit que tout naturellement, j'allais devenir enseignant d'espagnol en France. Avec en projet, en cas d'échec à l'agrégation, je m'étais donné 2 ans pour avoir l'agrégation. Et si je l'avais pas obtenu, je serais reparti en Espagne. Mes copains, collègues d'Ibiza m'avaient tout expliqué pour être sur les listes d'Interinos, commencer à travailler, soit aux îles Baléares, soit en Catalogne. Enfin, j'avais tout, les concours de l'école officielle de langue éventuellement. Voilà, j'avais un plan B en Espagne qui m'attendait. Mais bon, j'ai eu la chance d'avoir l'agrégation en 2002. Donc, je suis devenu enseignant, mais conseillé par celle qui allait devenir ma directrice de thèse, avec qui j'avais fait mon DEA, Anne Charlon m'a conseillé de postuler à des postes d'ATER après mon DEA, juste après mon DEA en juin 2003. Et j'ai pu commencer une thèse dans de bonnes conditions en étant ATER à l'université de Bourgogne, à Dijon. Donc j'ai quitté Paris, j'ai connu un peu le reste de la France que je connaissais très très mal puisque pour moi ma vie c'était Paris et l'Espagne. Donc j'ai connu grâce à ces années d'Atera d'abord Dijon et ensuite Rennes 2. Voilà, si je comprends bien, puisque c'était le plan A, dans le cadre du plan A, tu as eu un parcours, tout ce qu'il y a de traditionnel, comme l'universitaire lambda. Il n'y a rien eu Oui. pendant cette période de choses un peu incroyables, un peu originales, un peu étonnantes. Et c'est pas un reproche parce que moi non plus, hein. Mais est-ce que, tu vois, on dit, tu as eu un parcours un peu singulier où tu étais sur les rails et puis bah, tu t'es laissé porter et les choses t'ont plu et puis voilà, la fin du parcours, c'était professeur des universités, quoi. Oui, c'est vrai que c'était pas vraiment, enfin, j'avais pas vraiment d'idées pré-mâchées, hein. Je me suis un peu laissé porter, voilà, par les années de formation et puis tout naturellement. J'avais d'autres idées. C'est vrai que j'ai fait un peu de traduction, j'ai fait des petits boulots de traduction, ça me plaisait bien. Mais après c'était un milieu évidemment très. Enfin, je pense que j'étais pas très bon aussi, j'étais pas très doué, je pense. Et puis c'est un milieu très précaire et très concurrentiel. Et donc j'ai vite abandonné l'idée en me disant que si je voulais faire de la traduction plus tard, je pourrais en faire plutôt comme hobby mais en étant d'abord professeur. Donc c'est vrai que une fois que j'ai commencé mes années d'ATER, je pense que j'avais un petit manque de maturité aussi, ou alors j'étais très très bien loti tout de suite. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir un poste d'ATER, et c'est vrai que je n'ai pas bouclé ma thèse en 4 ans, hein. J'ai eu une petite période de crise après mes 4 années d'ATERA, en me disant, comme j'ai la double nationalité, j'ai pu être repêché en tant que lecteur espagnol-catalan parce il y avait des besoins en catalan à Dijon. Donc j'ai pu refaire une seconde année à Dijon après une interruption de 3 ans à Rennes en 2007-2008. Donc j'ai pu m'initier à l'enseignement du catalan aussi, chose que je n'avais pas pu faire avant. Donc ça a été quand même bénéfique cette période de lecteur. Euh, mais c'est vrai que j'ai un peu péché je pense que j'ai, voilà, un petit manque de maturité. Je n'étais pas conscient des bonnes conditions matérielles dans lesquelles je faisais ma thèse et voilà, j'ai eu un moment de crise. J'étais aussi euh, moment persuadé que ma place n'était pas non plus à l'université, que je ferais une thèse et que je repartirais. Voilà, je suis parti en 2008-2009 en Espagne faire autre chose à Saragosse. Je me suis recyclé dans un programme bilingue pour les écoles publiques aragonaises, qui était un programme qui à l'époque m'avait beaucoup plu et beaucoup intéressé. Donc j'étais à la fois au ministère régional, enfin la Consejería de Educación de Saragosse, et en même temps dans une école avec des enfants de 5 et 6 ans pour mettre en place un beau programme. Mais voilà, j'ai vite compris aussi que professeur des écoles, c'était pas non plus pour moi. Et donc, j'ai pu rebondir sur un poste de Prague à Toulouse en 2009
à Toulouse Capitole, où j'ai pu reprendre ma thèse et finir ma thèse en étant Prague. Donc j'ai pu soutenir ma thèse en 2012 à Dijon pour une première inscription en 2003. Donc voilà, je n'ai pas été un doctorant très exemplaire, je pense, par ce petit manque de maturité au début. Et puis voilà, j'ai eu besoin d'un petit coup de pied aux fesses pour terminer ma thèse en 2012 en étant Prague et en voyant que j'étais déjà très épanoui en tant que Prague à Toulouse avec des étudiants de droit, d'économie, de gestion, AES, etc. Donc avec plutôt des non spécialistes, mais j'étais vraiment très très épanoui parce que je faisais des cours sur l'Espagne contemporaine, les institutions politiques, les partis politiques. Donc j'étais vraiment en mi salsa, comme on dit. Et et c'est vrai que là, la motivation pour devenir maître de conférence et donc finir ma thèse au préalable a été un vrai moteur pour moi. En tout cas, rétrospectivement, tu fais preuve d'une sacrée lucidité, d'être capable de dire je manquais de maturité, j'ai eu besoin de faire ce passage par l'Espagne, etc. Enfin, je ne suis pas sûre qu'on soit très nombreux à être capable d'avoir autant de recul sur son parcours. Et, et alors, du coup, est-ce que tu peux nous parler de tes mémoires de... Alors, tu as parlé du DEA, donc j'en déduis que tu fais encore partie de l'époque maîtrise DEA. Donc, on va parler entre dinosaures. Sur quoi portaient tes mémoires de maîtrise et de DEA? Là aussi, c'est lié à mon histoire familiale et à mon parcours. C'est-à-dire que lorsque Marie-Claire Zimmermann me demande un sujet de mémoire pour l'année que j'allais passer à Ibiza, donc, en licence, enfin en dernière année à l'époque c'était la licence tout court, en troisième année, elle me demande de réfléchir à un sujet de maîtrise et instinctivement, étant de formation catalaniste et hispaniste, mais donc j'ai eu une licence de catalan d'ailleurs sur le diplôme de Paris 4 n'apparaît que je sais pas trop pourquoi j'ai jamais compris mais en tout cas c'est je pense que je pourrais revendre ça sur le Bon Coin un jour il y a deux licences de catalan qui ont été données par la Sorbonne, c'est la mienne et celle de ma camarade Anna Escrivano avec qui j'ai fait tout mon parcours. Donc licence de catalan, option catalan, mention catalan. Donc cette année-là Marie-Claire Zimmermann me demande un sujet et tout naturellement je lui dis que je vais faire un mémoire de maîtrise sur le catalan de l'Aragon. Étant d'origine aragonaise, j'ai appris, chose que j'ignorais, mais j'ai appris pendant mon parcours ici au Centre d'études catalanes que une partie de l'Aragon était catalanophone, que cette partie avait été même plus importante il y a quelques siècles, qu'il y a eu processus de castillanisation à partir du XVIIe siècle, mais qu'il y a toujours le long de la frontière catalane et valencienne, il y a une partie de l'Aragon qui a toujours fait partie de l'Aragon. Ça n'a jamais été Oui. le résultat d'un découpage lors des provinces, un territoire qui était catalan qui est devenu aragonais. Non, ça a toujours fait partie du royaume d'Aragon. Depuis 1300, les frontières n'ont pas bougé. Donc il y a toujours eu des Aragonais catalanophones et donc j'ai voulu m'intéresser à cette particularité pour essayer de faire converger un peu mon bagage personnel en tant que voilà, fils d'Aragonais et mon profil catalaniste. Et donc j'ai fait mes enquêtes au préalable, mon travail de recherche à l'été 2000. J'ai pris ma petite voiture que j'avais dans mon village en Aragon pour une voiture plus vieille que moi, une Seat 124, très très vieille. Hein. C'est la voiture de Torrente, hein, pour ceux qui connaissent. Voilà, matricula Teruel. J'ai pu parcourir tout l'Aragon catalanophone, enfin surtout la moitié sud, hein, de Fraga vers le sud pour interviewer des acteurs politiques, des acteurs associatifs, puisque la langue catalane en Aragon, même si elle est enseignée comme option dans les écoles, elle n'est pas officielle, contrairement à la Catalogne ou au Pays Valencien ou aux îles Baléares. Donc il y a une sorte de normalisation linguistique qui s'est mise en place à partir des années 84 sans que la langue soit officielle. Donc il y a des choses qui ont été mises en place mais sans le caractère officiel de la langue. Donc il y avait des choses à dire aussi d'un point de vue sociolinguistique bien sûr, même si je ne suis pas sociolinguiste, mais voilà, j'ai fait comment dire en espagnol mis pinitos en sociolingüística cette année-là, mais au niveau d'un travail de maîtrise, hein, bien sûr. Et le DEA alors?
Et le DEA, donc ça c'était donc pendant que je faisais ma maîtrise sur le catalan en Aragon, je m'aperçois qu'un parti politique qui à l'époque a le vent en poupe en ce début de 21e siècle en Aragon, qui s'appelle Junta Aragonesista, un parti qui se dit nationaliste, républicain, progressiste, nationaliste pas dans le sens nationaliste, on pense tout de suite à l'ultra-droite en France, mais pas du tout, hein, nationaliste dans le cadre des nationalismes péninsulaires en Espagne. Donc c'est ici comment dire, plus ambitieux que le régionalisme. Hein. Ce n'est pas un parti régionaliste parce que selon eux, l'Aragon n'est pas une région espagnole, mais bien une nation ibérique, une nation de la péninsule ibérique qui fait partie de l'Espagne, hein, dans le cadre d'une Espagne plurinationale, et que cette nation aragonaise est trilingue, puisque le catalan est une langue de l'Aragon depuis sa fondation, et au nord, dans les Pyrénées, Pré-Pyrénées, on a aussi la langue aragonaise que bon, certains discutent le caractère linguistique de cette langue, on parle plutôt de dialecte ou de parler, mais il y a aussi un groupe de philologues qui défendent au contraire que c'est une langue à part entière, même si on ne se met pas d'accord sur un standard. Donc, il y a un parti politique qui se dit nationaliste, qui défend le caractère trilingue de l'Aragon, et paradoxalement, même s'il est il a des résultats assez faibles dans cette partie catalanophone, c'est un parti politique qui, bon, à ma connaissance, à l'époque, c'est le seul parti politique qui parle de façon très libre et très naturelle du caractère trilingue de l'Aragon. Et donc, c'est un parti que moi je connaissais aussi parce qu'il avait des élus dans la région d'où sont originaires mes parents, donc autour de la ville de Teruel. C'est dans cette ville que ce jeune parti a eu ses premiers conseillers municipaux, hein, en tant que alternative au PSOE ou à Izquierda Unida, avec un caractère plus local, plus donc régionaliste ou nationaliste, dans une ville un peu de frontière. Hein, donc ça aussi, ça fait sens, comme on dit aujourd'hui, qu'il y ait cette première représentation par le sud de l'Aragon. Et donc, je connaissais ce parti, mais pour moi, le parti défendait surtout, avec un nom ostensiblement aragonais, Junta Aragonesista, je pensais qu'il ne défendait que la langue aragonaise qui s'était perdue dans les contrées du sud de l'Aragon. Mais je m'aperçois, en Aragon catalanophone, que le discours est identique pour la défense de la catalanité linguistique de ce territoire. Donc surtout, attention, vous ne parlez pas un chapurreal, comme disent beaucoup de gens, hein, ce n'est pas une langue mal parlée entre le castillan et le catalan, c'est une variante du catalan, tout ce qu'il y a de plus noble dans les variantes dialectales d'un système linguistique, qui est ici le système linguistique du catalan. Avec évidemment toute la guerre politique qu'il y a derrière, puisque l'Aragon, en tant que territoire frontalier, est soit un allié de la Catalogne, soit le pire ennemi de la Catalogne. C'est toujours, là aussi un berceau de l'anticatalanisme aussi pour le reste de l'Espagne, dans une ville comme Saragosse, par exemple, très éloignée de toutes ces contrées-là. Et donc voilà, je m'aperçois qu'il y a vraiment matière à étudier ce parti politique. Et le parti politique sera l'objet de ma thèse, mais avant ça, pour mon DEA, et pour répondre à ta question, je vais m'intéresser aux origines de ce parti politique, puisque le parti est très très jeune, il est créé en 1986, donc ça ce sera pour plus tard, pour la thèse c'est intéressant, c'est 86, c'est l'intégration de l'Espagne dans la CEE, c'est aussi l'année où le Parti communiste devient la coalition Izquierda Unida, hein, en Espagne, et c'est les années du désenchantement aussi de la première législature de Felipe González, et donc où la gauche de la gauche, hein, la gauche de la social-démocratie espagnole, la gauche socialiste, social-démocrate, mais un peu plus territoriale, a peut-être une niche politique à couvrir dans ce territoire. Et donc, ce qui me frappe, c'est qu'il se revendique d'un premier parti ou d'un premier mouvement nationaliste aragonais qui va éclore en 1917 à Barcelone. Ça c'est l'Aragon qui est une terre d'émigration, fin 19e, début 20e, beaucoup d'Aragonais et surtout de la zone limitrophe, mais pas seulement, beaucoup d'Aragonais s'installent à Barcelone. Avec l'ébullition du catalanisme à Barcelone, ces Aragonais redécouvrent l'histoire de l'Aragon, de la
couronne d'Aragon, Catalogne, Aragon, Valence, Baléares. Et là, ces Aragonais se disent, mais on nous a volé notre identité, nous avons été castillanisés pour faire de nous des Espagnols, on aurait pu devenir Espagnols d'une autre façon, avec une péninsule ibérique plus respectueuse des périphéries culturelles et linguistiques. Nous allons redécouvrir que l'Aragon n'est pas une région, mais bien une nation, comme la Catalogne, comme le Pays valencien, comme les îles Baléares, et qu'une partie de l'Aragon est catalanophone. Et donc, on a voilà, ce bouillonnement nationaliste aragonais dans une partie de l'immigration ouvrière ou commerçante de Barcelone dans les années 1917-1936. Et donc, ce premier mouvement nationaliste, qui se dit nationaliste, en 1917, il y a évidemment le modèle de l'Irlande qui est pas très loin, hein, c'est l'année de l'indépendance de l'Irlande républicaine. On a aussi effectivement ce mouvement politique va avoir euh, sa publication, son organe porte-parole qui va s'appeler El Ebro, donc l'Èbre, qui est le père un peu spirituel de l'Aragon. C'est un peu comme la vallée du Nil pour l'Égypte, hein, donc c'est l'Èbre, hein, dans cette vallée semi-désertique du bassin de l'Èbre. C'est le père nourricier, donc El Ebro, hein, qui devient la publication entre 1917 et 1936 de ce collectif nationaliste d'émigrés aragonais à Barcelone, et donc mon DEA porte sur cette revue. J'ai passé 2 mois à la Bibliothèque de Catalogne en novembre 2003, pardon, en novembre 2002, octobre-novembre 2002, pour passer en revue tous les exemplaires de la revue El Ebro. Et donc, mon DEA porte sur le l'embryon du nationalisme aragonais de ensuite 1986, puisque en 86, ces nationalistes de Junta Aragonesista se revendiquent de Unión Aragonesista de Barcelone, de Gaspar Torrente, qui est le fondateur de ce mouvement et de cette revue, comme le feront en 1976, pendant la transition démocratique, les membres du Partido Socialista de Aragón, un parti socialiste marxiste, qui ne veut surtout pas se faire phagocyter par le PSOE, mais qui sera phagocyté par le PSOE, d'où l'idée, 10 ans plus tard, de recréer un parti politique à gauche du PSOE et plus territorial. Alors, eux, ils se disent nationalistes, ça fait partie un peu, j'allais dire, du folklore nationaliste pour que l'Aragon fasse partie du club des grandes nationalités périphériques, comme le Pays Basque, comme la Catalogne, avec ses singularités, comme la Galice. Mais en réalité, bon, c'est un fédéralisme pragmatique de mon point de vue, et c'est ce que j'essaye ensuite de montrer dans ma thèse, mais ce sera peut-être l'objet d'une question ultérieure. Oui, oui, justement, j'allais te dire, on voit bien le lien entre ton DEA et ta thèse. C'était un vrai travail préparatoire. Il n'y a pas de rupture avec une découverte dans l'intervalle. Tu avais fait le travail de fond, en fait, une espèce de proto-thèse, quoi. Oui, Et alors, oui. justement, dans ta thèse, alors, dis-nous, alors tu t'en as en grande partie parlé, on va commencer par la fin. Qu'est-ce que tu as l'impression d'avoir démontré? Et en quoi est-ce qu'il y a, est-ce que c'était ce que tu avais prévu de trouver au départ? C'est-à-dire finalement, est-ce que ta thèse, c'est l'illustration d'une thèse que tu avais au départ? Ou est-ce que ta thèse, c'est, bah, tu l'as découverte au fur et à mesure que tu travaillais, et finalement les conclusions étaient surprenantes par rapport à ce que tu t'imaginais au départ? Oui, alors, comment dire? Mon interrogation mon interrogation première, c'est comment, dans un territoire comme l'Aragon, en 1986, alors que l'Aragon est déjà devenu une communauté autonome et qu'il y avait effectivement un désir d'autonomie comme beaucoup de régions espagnoles et pas que les régions périphériques finalement. Il y a des manifestations, bon, une fois que l'état des autonomies se développe, même des régions où il n'y avait jamais eu de sentiment autonomiste, par effet de pragmatisme aussi, parce que c'est finalement le modèle qui est choisi, tout le monde va devenir autonome et puis on a des cas même de provinces qui vont s'émanciper. Bon, Madrid, évidemment, qui est le cas le plus surprenant, mais Murcie, La Rioja, Cantabria. Il y a des tentatives aussi à Ségovie pour quitter l'ensemble de Castilla et
León et créer une province, une communauté autonome uniprovinciale. Alors, c'est pas le cas de l'Aragon. En Aragon, il y a toujours eu, donc, dès 36, ensuite, même des projets de statut d'autonomie. Donc, l'Aragon fait partie des régions qui allaient devenir autonomes sous la Seconde République, juste après, 2 jours avant le coup d'État de Franco. Il y a un avant-projet qui est envoyé au président des Cortes républicaines, mais qui évidemment ne verra pas le jour puisque coup d'État, voilà. Et on n'en reparle plus jusqu'en 76. Donc l'Aragon ne fait pas partie de ces territoires-là. Il y a une tradition autonomiste, mais ce qui me surprenait, c'était l'éclosion en 1986 d'un parti explicitement nationaliste et qui porte ce nom et qui veut porter ce nom, qui parle de nation aragonaise, qui parle d'autodétermination du peuple aragonais en 1986. Je voulais comprendre comment ce territoire pouvait donner naissance à ce genre de parti, puisque l'Aragon n'est pas connu pour un régionalisme autonomisme, mais pas pour un nationalisme peut-être aussi un peu plus radical. Alors, sans tomber dans le radicalisme de la violence qu'il y a à l'époque avec le TA pour le cas plus exacerbé de violence autour du phénomène nationaliste, mais en Aragon, on a donc ce voilà, nationalisme qui apparaît en 1986 et je voulais comprendre pourquoi et aussi les raisons de son succès relatif. Alors, pas immédiat, hein, les premières années sont plutôt difficiles. En 87, les résultats sont très très faibles. En 91, les premiers conseillers municipaux arrivent à Teruel, justement. Ouais. Donc, le, le grand chanteur à texte, José Antonio Labordeta, dira c'est en 91 que l'Aragon sera reconquis cette fois-ci du sud vers le nord et non plus du nord vers le sud. Bon, voilà, c'est pour la petite boutade. Et puis les premiers résultats arrivent, oui, voilà, en 95, donc fin des années 90, début des années 2000, petit succès électoral avec une représentation importante aux Cortes d'Aragon et surtout ensuite dans la ville de Saragosse et en 2003. Juste l'année où je commence ma thèse, Junta Aragonesista, de fait, est aux affaires à la mairie de Saragosse en coalition avec le PSOE. Donc c'est la première coalition progressiste entre socialistes sociodémocrates du PSOE et socialistes plus aragonésistes qui gouvernent avec euh, une majorité absolue très confortable à deux. Et en 2003, c'est le moment, le Junta a atteint le plafond de 9 députés, ce qui est assez considérable voilà, pour l'Aragon, avec un score de plus de 15%, 25% dans certains quartiers de Saragosse. Et donc, mon projet est d'essayer de comprendre comment, dans un territoire a priori où on n'attendrait pas ce genre de phénomène politique, il apparaît, et en plus avec un certain succès. Même si en 2007, c'est la dégringolade, mais depuis, le parti se maintient et a réussi à pactiser avec le PSOE. Entre 2015 et 2019, il y a pour la première fois un gouvernement, non plus au niveau de Saragosse, mais bien au niveau de tout l'Aragon, où on a Junta Aragonesista aux responsabilités. Donc ça, j'ai pas pu l'étudier pour ma thèse puisque c'est arrivé après, mais j'ai pu faire des articles pour reprendre un petit La peu suite, oui. la suite et l'arrivée et comment se met en place une politique, alors avec beaucoup de guillemets, mais nationaliste, où est-ce qu'on peut voir cette empreinte nationaliste aragonésiste dans les actions de gouvernement 2015-2019, puis 2019-2023, mais là avec d'autres partis politiques, avec Podemos, avec un autre parti aragonésiste, mais plutôt conservateur. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, on a toutes ces empreintes. Et j'avoue que mon idée première était peut-être parce que j'avais beaucoup lu tout simplement, évidemment, tous les programmes électoraux, tout l'argumentaire du parti. Euh, je J'allais plutôt, je pense que mon idée première était de démontrer effectivement que l'Aragon faisait partie effectivement des nations culturelles de l'Espagne. Au même titre que la Catalogne, que le Pays Basque, que les îles Baléares, que la Galice, que le Pays Valencien. Sauf que la singularité de l'Aragon, c'était qu'il n'y avait pas de langue hégémonique. Hein. Le catalan est finalement parlé par 3% de la population, l'aragonais par 1%, donc c'est quelque chose de très très faible. L'Aragon est
majoritairement hispanophone, et le sentiment identitaire est majoritairement compatible. Il y a un sentiment aragonais très fort, personne ne remet en cause l'existence de l'Aragon, tout le monde se sent aragonais de façon très naturelle, et mais aussi de façon très naturelle, cette identité est largement compatible avec l'identité espagnole. Hein. Oui. Ma façon d'être espagnol, c'est d'être aragonais parce que finalement c'est la même chose. Hein. C'est vraiment la patria chica, le regionalismo bien entendido, mais il y a aussi une dimension autour de 10-15% des Aragonais, ou parfois un peu moins, enfin ça dépend, qui enfin ces Aragonais soutiennent un parti politique qui se dit explicitement nationaliste. Donc je voulais voir aussi, évidemment, je me rappelle, Anne Charlon, ma directrice de thèse, me disait aujourd'hui, je disais oui, mais voilà, je ne peux pas démontrer que 25% des électeurs de ce parti à Saragosse, dans les quartiers où ils font carton plein, qui sont d'ailleurs les quartiers ouvriers, hein, donc c'est vraiment cette tradition encore c'est pas vraiment dans les quartiers entre guillemets bobos, hein, c'est vraiment les ouvriers qui se sentent représentés par cette option politique. Je peux pas, donc je lui disais, je ne peux pas, je l'aurais voulu démontrer qu'ils sont nationalistes aragonais. Je voulais faire des enquêtes et Anne Charlon me disait non mais de toute façon ça n'a pas lieu d'être puisque tu ne peux pas démontrer non plus que tous les électeurs par exemple du Parti socialiste sont socialistes. On peut voter à un parti sans adhésion politique au Absolument. postulat du parti. Hein, voilà. Donc voilà, tu ne pourras pas démontrer que entre 10 et 15% des Aragonais sont effectivement des nationalistes aragonais parce qu'ils votent pour ce parti politique. Donc, ce que je voulais démontrer donc au départ, c'était qu'effectivement que l'Aragon pouvait appartenir avec ses singularités à ce club entre guillemets des nationalités périphériques de l'Espagne, mais finalement par ces singularités aussi, j'ai plutôt démontré que l'Aragon était un territoire tampon finalement entre euh, l'Espagne centrale de la Meseta et l'Espagne périphérique, puisqu'il y avait en Aragon que l'Aragon pouvait être en réalité une métonymie de l'Espagne. Hein. Et que finalement c'était aussi un argumentaire des nationalistes. Hein. On est un territoire de transition entre la Castille et l'Aragon, entre le Pays Basque et Valence. Saragosse est au milieu, à 300 kilomètres des quatre villes principales de l'Espagne, donc carrefour économique, blabla. La vallée de l'Èbre a toujours été un creuset, donc beaucoup de gens de Saragosse sont originaires du reste de l'Aragon, bien évidemment, mais aussi d'Andalousie, de Castille, de La Rioja, de Navarre, de Catalogne, de Valence. Enfin, c'est vraiment. Et j'apprends aussi pendant que je fais ma thèse que les grandes multinationales, quand elles veulent lancer un produit en Espagne, la ville pilote est souvent Saragosse, Ah puisque oui. c'est Saragosse qui serait se concentrer finalement Mhm. d'hispanité Oui, oui. en Espagne. Donc voilà, je vais plutôt ensuite vers la démonstration que finalement le fait qu'il y ait une présence de deux partis nationalistes, un de droite, un de gauche, qu'il y ait deux langues minoritaires, fait de l'Aragon plutôt un concentré de l'Espagne, et c'est aussi sa singularité, en même temps qu'elle fait aussi partie, oui, pourquoi pas, des nationalités périphériques. Et en fait, l'autre chose que je peux démontrer au terme de ma thèse, c'est que finalement, l'usage du terme nationaliste ou d'autodétermination est quelque chose qui est très connoté dans les années 70, ou même le PSOE va parler à un moment en 74 d'autodétermination des peuples d'Espagne, mais que finalement ça va s'estomper dans le nouveau cadre de l'Espagne des autonomies. Et je pense en réalité que le parti Junta Aragonesista est essentiellement un parti fédéraliste et républicain, plus que nationaliste. Ah ouais, d'accord. Euh, D'ailleurs, en 2004, je peux le démontrer aussi avec un épisode assez bon, oui, un épisode assez singulier en 2004. C'est-à-dire que le parti qui est aux responsabilités à la mairie de Saragosse, comme je le disais tout à l'heure, en 2004, Saragosse obtient l'organisation de exposition internationale de 2008. Et là, il y a un clash au sein du parti politique, puisque les jeunesses du parti qui sont plus radicales et un peu plus à gauche, plus indépendant, clairement indépendantistes, avec en plus un jeu de miroir avec le radicalisme basque
qui est un peu dérangeant pour le parti politique. Le parti politique, enfin les seniors, vont profiter d'un positionnement contre l'Expo internationale de 2008 des jeunesses de son parti, qui appartiennent en plus au courant critique, pour les expulser, parce que voilà, eux, ils sont arrivés aux responsabilités, ils sont finalement sociodémocrates plus que socialistes, Mhm. euh, et euh, et finalement, ils doivent se séparer d'une jeunesse qui est, elle, oui, indépendantiste et nationaliste et un peu radicale, parce qu'en réalité, ce parti n'est pas vraiment nationaliste. Et alors, là, toi, les conclusions, cette conclusion-là, le décalage entre tu pensais au départ, hein, et puis tu t'es rendu compte que, bah non, finalement, c'était plus un parti, tu as dit fédéraliste, enfin, plus une Mm. poussée fédéraliste plus que nationaliste, même si le nationalisme, c'est une étiquette et on comprend pourquoi, d'un point de vue symbolique, etc. Bon. Mais ça, tes conclusions, elles datent de 2012, de 2012. Bon, là maintenant, ça va faire 13 ans plus tard, hein. Est-ce que, puisque tu as dit que ce parti, après avoir eu des succès électoraux, n'est pas reparti dans le néant et continue à s'installer, donc à s'institutionnaliser, si je puis dire, est-ce que tes conclusions sont les mêmes? C'est-à-dire que c'est toujours, parce que là, tu nous as parlé de l'arrière-garde, les jeunes qui s'étaient fait exclus, mais les jeunes exclus, mais dans l'intervalle, les jeunes, ils sont devenus moins jeunes et probablement qu'ils ont pris plus de place, ou alors qu'ils ont proposé des alternatives. Donc, est-ce que tes conclusions sont les mêmes? Oui, en fait, ce qui me pousse à corroborer cette conclusion de 2012, ce sont les événements en Catalogne de 2017, où le processus indépendantiste en Catalogne a été évidemment très clivant en Espagne, en Catalogne aussi, et d'autant plus clivant en Aragon en tant que territoire frontalier, donc hypothétiquement affecté par une nouvelle frontière avec un autre État entre l'Aragon et la Catalogne. Et la position du parti politique sur lequel j'ai fait ma thèse, Junta Aragonesista, qui était aux responsabilités au gouvernement aragonais entre 2015 et 2023, donc pendant les années dures du processus souverainiste, Junta a été très critique avec ce processus indépendantiste. C'est-à-dire D'accord. que sa base électorale ne comprenait pas non plus euh, le passage à un autonomisme pragmatique des nationalistes catalans euh, dans ce voilà processus incertain avec aussi un problème euh, de majorité. Effectivement, bon, peut-être que compter, savoir combien d'indépendantistes ou de personnes qui seraient prêtes à l'avènement d'une république catalane, c'est peut-être pertinent pour faire un état des lieux, pourquoi pas, pour exprimer le malaise au sein de cette société. Mais cette majorité, si majorité il y avait eu, elle était très très faible. Donc, en termes de pourcentage, c'était toujours 48%, c'était pas vraiment la majorité. La majorité au Parlement catalan venait du fait que les régions les moins peuplées, surtout Lleida, plus nationalistes, avaient tendance à être surreprésentées au Parlement, et donc on avait ce petit décalage où 48% d'électeurs indépendantistes, mais majorité absolue au Parlement catalan. Donc c'est évidemment très 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 délicat et euh, le gouvernement aragonais, alors qu'il y avait deux âmes, hein, donc le président aragonais du PSOE, qui incarnait en plus un PSOE très jacobin, hein, c'était Javier Lamban, qui représentait un PSOE vraiment très, il vient du secteur de Alfonso Guerra des années Ah 80, oui. donc vraiment Mhm. le moins fédéraliste des socialistes espagnols. Contrairement à un autre président aragonais par le passé, entre 99 et 2011, Marcelino Iglesias, qui était catalanophone, puisque originaire de cette région frontalière de la Franja, et qui avait une conception très très fédéraliste de l'Espagne et avec des liens profonds avec la Catalogne, les Baléares et le Pays Valencien en tant que territoire partiellement catalanophone. Donc voilà, Javier Lamban avait cette vision très très critique, et c'est d'ailleurs jusqu'à une époque très très récente l'un des leaders territoriaux les plus critiques avec la politique d'alliance de Pedro Sánchez, hein, avec le président de Castille-La Manche. Donc pareil, ici les deux présidents socialistes aragonais, on oscille aussi entre donc Marcelino Iglesias qui était pleinement président aragonais, mais tout à fait équivalent à un président de nationalité périphérique,
catalanophone, et ici Javier Lamban, donc originaire d'une autre région de l'Aragon, plus proche de la frontière avec la Castille, et qui était vraiment plutôt centraliste et plutôt jacobin, et donc très anti-catalaniste et surtout très anti-processiste, hein, très anti-processus indépendantiste. Mais du côté de Junta Aragonesista, le vice-président de l'Aragon et leader du parti Junta Aragonesista pendant, en tout cas le premier mandat 2015-2019, était aussi très critique avec le processus souverainiste catalan, disant que euh, voilà, est-ce que s'il était vraiment pertinent de parler d'indépendance d'un territoire à l'heure des interdépendances? Euh, L'incertitude pour l'Union européenne, l'incertitude pour la frontière aragonaise. Et il savait aussi que de toute façon, le processus indépendantiste allait aussi faire monter, pousser le nationalisme espagnol en Aragon, en tant que territoire frontalier. Donc aussi pour les intérêts du parti politique, Et oui. euh, en tant que nationaliste aragonais, le processus indépendantiste était vraiment contre-productif. Mais oui, oui, je comprends bien comment ça pouvait devenir pas une forme de repoussoir, mais en tout cas un danger. Voilà, bien sûr. Et alors, d'un point de vue, vraiment une curiosité, d'un point de vue lexical, sémantique, ou je ne sais pas, enfin, cette variante du catalan, qu'est le catalan aragonais, c'est très loin ou c'est vraiment des toutes petites choses? Alors, le catalan est divisé en deux grands dialectes, le catalan oriental, qui serait celui du Roussillon, de Gérone, Barcelone, Tarragone et îles Baléares, Ok, et le catalan occidental, qui partirait de l'Andorre, l'ouest de la Catalogne, l'Aragon catalanophone, le Pays valencien. d'accord. Donc oriental, occidental. La grande différence se fait dans la prononciation de certaines voyelles lorsqu'elles sont atones. En catalan oriental, elles deviennent neutres. Par exemple, le E ou le A se dit E et le O se dit OU. Hein, donc, par exemple, père, mère, en catalan oriental, on dira pare, mare. On entend un E final, alors que ça s'écrit avec un E. En occidental, de l'Andorre jusqu'à Valence, on dira pare, mare, par exemple. D'accord. Et le O reste O, alors qu'en oriental, le O devient OU. Donc, le catalan pratiqué en Aragon, il est pleinement occidental. Donc, il est proche de celui. Alors, plus on va vers le nord, plus il est proche de celui qu'on parle dans les contrées de la province de Lleida vers le nord, hein, donc les Pré-Pyrénées. Le catalan d'Andorre aussi, ça c'est très très proche. Dans la grande ville de l'Aragon catalanophone qui est Fraga, on est à 20 kilomètres ou 25 kilomètres de Lleida. Donc là, vraiment, il n'y a pratiquement aucune différence dialectale entre le catalan de Fraga et de Lleida. Et plus on va vers le sud, dans la province de Teruel, on est plutôt dans le Matarraña, la contrée du Matarraña. Là, on est plus proche de la langue de Tortosa, donc c'est l'extrême sud de la Catalogne, ou l'extrême nord du Pays valencien. Donc on a une région un peu montagneuse autour de Matarraña, Maestrat, Maestrazgo, les terres de l'Ebre, Sporza-Bezeit, toute cette région à cheval entre l'Aragon, Valence et la Catalogne, où là, la variante du catalan est assez unitaire, c'est-à-dire que Morella, euh, Valderrobres, Tortosa, finalement, c'est un catalan très très proche. C'est Mm. la même variante dialectale qui est à cheval sur les trois territoires. Ouais, d'accord. Donc, mais qui a tendance du fait de la division administrative entre les trois régions autonomes, ce catalan a tendance à se séparer puisque à Tortosa, va aller de plus en plus vers le standard. Il y a aussi un phénomène les médias sont à Barcelone, donc on a aussi un phénomène comme Ah oui, partout, oui. hein, on Imprégnation. veut parler comme dans Mm. les médias, donc on a un phénomène d'orientalisation vers Tortosa, alors qu'à Vinaros, qui est la première ville du Pays valencien, on aura plutôt le phénomène voilà, d'aller plus vers une valencianisation. Et donc, la frontière politique est en train de mettre en place aussi une frontière linguistique, alors qu'il n'y en avait pas jusqu'à présent. Ouais, c'est intéressant tout ça. Ouais, très Donc intéressant. le catalan en Aragon, voilà, il serait plutôt au nord, voilà, plutôt proche de Lleida, Lleida-Andorre, et au sud, plutôt proche de Tortosa, nord du Pays valencien. Donc on est, voilà, c'est pour ça, voilà, spontanément, les gens vont vous dire, oui, en Aragon, on parle une espèce de chapurreau qui va vers le catalan ou vers le valencien. Mais parce Mm. que Ah oui. instinctivement, voilà, on identifie bien des sonorités qui nous font penser plus mais dans les deux cas, ce sera du catalan occidental, hein, que ce soit celui du nord ou celui du sud, c'est du catalan occidental.
En tout cas, c'est principalement des questions de prononciation, d'accent, plus que Oui. du vocabulaire ou trucs comme ça. On peut avoir quelques différences lexicales aussi, mais euh, pareil, qu'on va retrouver dans d'autres variantes du catalan à Valence ou dans les régions de Lleida. D'accord. Alors, tu as insisté sur le rôle de Marie-Claire Zimmermann, de Anne Charlon, de Marina Mestre. Et est-ce qu'il y a d'autres, sur le rôle desquels tu peux revenir, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont été importantes dans ton parcours de doctorant? Oui. Oui. Une autre personne très importante à Saragosse qui est Eloy Fernández Clemente, puisque donc c'était un professeur d'histoire économique de l'Aragon, catedrático dans la faculté d'économie de Saragosse, hein, donc à côté le bâtiment central, hein, derrière le Paraninfo, hein, pour ceux qui connaissent, hein, derrière le Paraninfo on a la faculté d'Económicas, et donc Eloy Fernández Clemente avait son bureau dans ce département. Eloy Fernández Clemente, fondamental parce que pendant 2 ans, on a cru, lui et moi, qu'on était en co-tutelle de thèse avec l'université de Bourgogne. Et on a beaucoup travaillé ensemble. Il m'a donné beaucoup de lectures, beaucoup de pistes dans l'organisation de mon travail. Euh, donc d'autres conseils vraiment complémentaires que ceux que me donnait Anne Charlon du côté Université de Bourgogne. Mais au bout de 2 ans, on s'est aperçu que notre co-tutelle n'était que virtuelle, qu'un papier n'avait jamais été signé. Alors j'ai jamais compris si à Dijon ou si à Saragosse. Bon bref, la co-tutelle virtuelle c'est donc bon, impossible à rattraper. Donc on a laissé tomber la co-tutelle. Mais pendant 2, 3 ans, Eloy Fernández Clemente a été fondamental aussi dans mes lectures et dans mes recherches. D'autant plus que c'était un acteur, c'est bon, d'après José Antonio Labordeta, donc aussi qui a été député du parti Junta Aragonesista à Madrid entre 2000 et 2008. Euh, C'était le principal théoricien de l'Aragon contemporain, c'est-à-dire que c'est un professeur issu de la province de Teruel, des régions minières d'Andorra, Andorra, la région de Teruel, hein, pas la principauté, qui se retrouve à Teruel dans les années 60 avec La Bordeta, avec un professeur très connu qui venait de Valence, José Sánchez Sinisterra, le dramaturge, qui se retrouve là-bas à Teruel tous les trois et de façon tout à fait improbable dans une ville en 64, pour eux encore une ville d'après-guerre. Euh, Ils vont faire du théâtre avec des élèves d'un colegio menor. J'ai fait un article sur ça, c'est pour ça que c'est récent encore dans ma tête. El Colegio Menor San Pablo, la génération Paulina de Teruel, où ils vont faire des pièces de théâtre amateur, des pièces de Lorca en 1964 à Teruel. Ils parlent de Castro dans une tribune dans le journal local de Teruel, enfin des choses complètement improbables parce que voilà, Teruel, c'est l'Espagne franquiste, évidemment, en 1964, mais qui passe un peu sous les radars. Et sans le savoir, ils sont vraiment à l'avant-garde du théâtre. Euh, et il crée donc l'embryon de cet Aragon contemporain qui va renaître un peu de ses cendres en tant que projet de région autonome au sein de l'Espagne. Toute cette théorisation vient de Eloy Fernández Clemente. Oui, d'accord. Il est fondamental. En 72, lorsqu'ils rentrent à Saragosse avec la Bordeta, après cette étape de Teruel où ils prennent conscience qu'il faut voilà, en finir avec l'État franquiste et repartir sur d'autres bases, ils vont créer un journal qui va être fondamental dans les années 72 jusqu'en 1987, donc toutes les années de la transition et de la jeune démocratie espagnole, qui est le quotidien, pardon, le mensuel, quinquennal parfois, ça dépend, Andalan. Andalan, qui va être une revue antifranquiste à Saragosse, fondamentale, qui va canaliser, faire converger vers la rédaction tous les secteurs antifranquistes. Donc ce n'est pas un journal régionaliste aragonais, mais il va canaliser tout ce nationalisme aragonais, tout cet embryon de nationalisme aragonais va passer par les pages d'Andalan. Et donc c'est en 72-75, les dernières années du franquisme. Et à partir de ce journal vont naître les partis politiques.
Parti socialiste d'Aragon, les associations culturelles, les associations de défense des langues minoritaires de l'Aragon. Donc c'est vraiment, voilà, tout ce magma andalan va être en réalité le, le préparatif de cet Aragon contemporain. Et donc Eloy Fernández Clemente, non seulement il était acteur, mais ensuite analyste, théoricien de tout ce mouvement, tous ces mouvements, parce que c'est vraiment très très pluriel. Donc il n'a jamais, lui, appartenu au parti politique, il n'a jamais eu Alors il a été militant du Parti socialiste d'Aragon en 76, mais après la transition, il n'a jamais été, il n'a jamais eu il n'a jamais été député, n'a jamais été conseiller municipal, jamais été sur des listes électorales, mais il a toujours soutenu, en tout cas, cet aragonésisme un peu culturel, avec parfois, voilà, c'est un peu un référent aussi pour les acteurs politiques, très critique avec certaines de leur politique. Donc c'est un peu voilà le le créateur, le référent, le mentor de beaucoup de Ouais. d'hommes politiques de Chunta Aragonesista pour la suite. Et donc pour moi c'est évidemment un luxe de l'avoir en tant que co-directeur de thèse un peu virtuel pendant 2 années, surtout les années qui étaient très fastueuses pour le parti politique de Chunta Aragonesista, donc sur lequel je faisais mes travaux. Et je me souviens qu'il me disait attention, ne te laisse pas euh, comment dire, euh, les résultats électoraux de 2003, qui avaient porté Chunta Aragonesista aux responsabilités avec les socialistes du Oui. PSOE à la mairie de Saragosse, avec des résultats très très importants, comme je le disais tout à l'heure, 20-25% dans des quartiers populaires de Saragosse. Je disais attention, c'est un mirage. Ne pense pas que c'est le début de quelque chose qui va se consolider. Il me disait déjà, donc de façon très clairvoyante, il y aura consolidation, mais pas dans des résultats aussi importants. Et c'est vrai que en 2007, la dégringolade lui donne raison. Donc, il me disait euh, voilà, ma thèse de départ était de réfléchir à la consolidation du parti politique, puisque je dis émergence et consolidation. Donc, j'avais bon espoir qu'il se consolide pour ne pas invalider toute ma thèse. Euh, alors, il s'est consolidé pas comme j'aurais pu le croire au début avec ses taux de 20-25%, mais il est malgré tout consolidé et est arrivé aux affaires au niveau de l'Aragon tout entier en 2015, même si, et c'était un paradoxe, il était au plus bas, mais les deux députés de Junta Aragonesista étaient décisifs pour qu'il y ait un gouvernement progressiste avec les socialistes. C'était ce parti un peu, el partido bisagra, ce parti charnière, qui permettait d'éviter une coalition de droite au pouvoir en Aragon. Donc lui, il a été vraiment très important, effectivement, j'imagine, pour ton processus de doctorat. Important. Ensuite, les membres de mon jury de thèse aussi, très important. Pere Gabriel, un spécialiste du fédéralisme de l'Université autonome de Barcelone. Vicente Pinilla, donc un disciple de Eloy Fernández Clemente en histoire économique de l'Aragon. Eliseu Trench, bien sûr, ici en France, Université de Oui. Reims, encore à l'époque. Et Anne Charlon, oui. Alors, Tous étaient tu as parlé de la soutenance, est-ce que tu te la rappelles? Et puis surtout, est-ce que tu te rappelles ce qui s'est passé avant, le matin, le après, ou est-ce que c'est une espèce de nébuleuse incertaine un peu des deux. Il y a une partie nébuleuse, mais plutôt pendant la soutenance où j'ai l'impression, je me vois encore, j'ai l'impression d'être, voilà, comment dire. euh, un spectre? oui, c'est ça, de plus être présent physiquement, de voilà, un spectre qui erre un peu. Ouais, j'ai l'impression oui, comme si je m'étais, c'est comme si j'avais quitté mon corps, un peu comme dans les rêves. J'ai l'impression de voir ça d'un peu plus haut, comme si je pouvais me balader dans la salle des thèses de Dijon. Voilà, très, bon, très nébuleux aussi pour le coup, très éthéré, je sais pas. Euh, et, euh, et en même temps, j'ai des souvenirs très précis euh, de-
du parking parce que j'étais en voiture et j'avais pu me garer sur le parking. Souvenir très précis du pot de thèse après avec ce que j'avais ramené je remontais d'Aragon en voiture, donc j'avais apporté des produits aragonais, du vin. Alors non, le vin, comme c'était à Dijon, c'était quand même du vin bourguignon, hein. Oui. Euh, ça c'était sympa. Mais voilà, tous les produits étaient le fromage, le jambon, le pica pica était de Teruel surtout. Voilà. Donc non, j'ai des souvenirs assez précis. C'était quand même un très très beau moment et très émotif, oui. Oui. Très Tu beau avais moment. peur? Avant, tu as eu Oui, peur? j'ai eu peur. J'ai Ah eu oui. peur. J'ai eu peur d'être coincé par des questions. J'ai eu peur ensuite, par la suite, d'être coincé par le CNU. J'ai eu peur. Non, non. Et puis j'étais agréablement surpris d'avoir des questions pas toujours simples, avec des trous dans la raquette, comme tout le monde, je pense, parce qu'il manquait quelques références bibliographiques. Donc on se sent un peu, ou alors pas assez exploité. Donc c'est toujours, oui, on est pris un peu. Et là, on regrette de ne pas avoir eu le temps de mieux digérer des informations. Et on se souvient qu'on a terminé dans la précipitation. Et donc, on mesure la frustration pendant la soutenance, à des petits moments de la soutenance. Mais bon, le jury était euh, très bienveillant de toute façon. Et ça s'est plutôt bien passé. Ouais. Est-ce que tu te souviens de si tu as été ému quand on t'a déclaré docteur de l'Université de Bourgogne? Ou tu étais Euh, tellement le spectre que c'était un autre que toi qui on disait ça? oui, non, j'ai le souvenir d'être traversé par un sentiment de satisfaction, oui. Ah, Un peu quand même, oui. Oui, oui. Sorte de, comment dire, euh, comme si on était, je sais pas, comme des chatouilles qui remontaient un peu partout dans le corps quand on sent monter quelque chose. Euh, alors c'était un peu la même sensation, la honte quand on est coincé sur une référence bibliographique, par exemple, ou ensuite la satisfaction qui monte. Voilà, ça monte un peu de la même façon et ça traverse un peu tout, le ventre, l'estomac, voilà. Donc oui, oui, non, j'ai le souvenir d'être envahi par cette vague de satisfaction à la fin quand on est déclaré docteur, puisque je pense qu'en 2003, quand j'ai commencé ma thèse, je savais que je voulais faire une thèse sur ça avec Anne Charlon, sur ce sujet. Pour moi, c'était très clair, mais je sais pas trop comment l'expliquer. J'étais intimement persuadé que je n'y arriverais jamais. ah oui. Je me disais de toute façon, bon, cette année encore, bon an, mal an, mais bon, l'année prochaine, tu arrêteras. Et bon, je sais pas. Ouais, je pensais que je n'avais pas une grande confiance en moi et je pensais que je n'aurais pas les capacités pour mener à bien cette thèse, ou qu'elle ne serait pas de qualité, ou que c'est pour ça que j'avais peur du CNU par la suite, ou qu'elle serait peut-être retoquée par le CNU, enfin en tout cas pas qualifiée. Moi, très bon. Après, je pense qu'on est tous un peu incertains et on devrait tous gagner un peu en confiance en soi. Je pense que c'est pas très original, mais ouais, de grands moments de doute, mais dès le début. C'est assez curieux. Oui, je vais faire une thèse, mais en même temps, j'étais assez persuadé que je la finirais jamais. C'est un peu bizarre. Alors, à part ce doute, mais qui finalement, tu vois, a été salutaire, hein, parce que ça t'a Oui. permis enfin, de te construire toi-même en même temps que tu construisais ta thèse. Tu l'as dit toi-même, Ouais. j'étais immature, j'avais besoin Bon, ça t'a pris plus de temps que les 4 5 ans habituels, mais à l'arrivée, manifestement, tu as fait une bonne thèse. Alors, donc, à part cette entrave-là, entre guillemets, entrave, hein, du doute, est-ce que tu en as rencontré d'autres, des difficultés, le cas échéant, qui sont liées à ton sujet, ou des difficultés plus générales, par exemple l'écriture? Est-ce que l'écriture était un problème pour toi? Bon, les premières difficultés, tout simplement, tout bêtement, c'était la difficulté du sujet hyper contemporain. Euh, Eh oui. et pour pouvoir confirmer cette thèse de consolidation, je voulais reculer le plus possible la date, le cadre chrono. C'est-à-dire que je commence en 86, ça se consolide 95, surtout 2003. Mais après la dégringolade de 2007,
En 2011, donc j'ai pas encore soutenu. En 2011, le parti stagne, mais ça me permet quand même de parler de consolidation. Le parti ne disparaît pas. C'est pas le sueño de una noche de verano qui disparaît. Ça reste. Donc, je ne pourrais pas parler de l'arrivée de ce parti au gouvernement aragonais, qui était l'objectif principal dès 1986, mais au moins j'aurais parlé de l'étape de gouvernement à Saragosse. Mais donc, comme je recule la date de mon cadre chronologique, évidemment, chaque journée qui passe est une nouvelle source d'information sur les activités du parti que j'étudie au niveau local, donc bien sûr municipal. Qui dit municipal dit aussi les trois provinces, puisque les trois majorités des diputaciones provinciales sont construites sur les résultats municipaux de l'ensemble de la province. Au niveau régional, évidemment, au Parlement aragonais, donc toutes les activités. De 2000 à 2008, il y a un député, José Antonio Labordeta, à Madrid. Donc évidemment, toutes les initiatives parlementaires et les liens avec les autres partis de Labordeta à Madrid. Donc je passe un mois avec lui en 2006 pour le suivre comme son ombre un peu partout. Donc c'est un magnifique souvenir évidemment d'avoir côtoyé une personnalité comme Labordeta au Congrès des députés. Mais voilà, ça donne beaucoup de travail. Aussi le Parlement européen et les alliances avec les autres partis politiques espagnols et donc nationalistes périphériques pour pouvoir faire des coalitions pour le Parlement européen. Donc j'ai toute voilà, j'ai l'actualité du parti dans toutes ces institutions-là et alors évidemment, Internet existe déjà, heureusement. Je peux lire la presse sur Internet, ça c'est parfait. Mais j'ai des problèmes d'accès aux archives du parti, aux hemerotecas, pour me référer au début du parti. Donc c'est vrai que j'étais un peu pénalisé aussi. J'avais de très très bonnes conditions en étant ATER, mais voilà, la charge de travail d'un Oui. ATER, la préparation des cours, on est jeune enseignant. Je ne disposais que des vacances universitaires pour aller en Espagne et me consacrer aux archives. Donc j'ai des souvenirs euh, d'archives d'entretiens avec les acteurs du parti politique à l'été 2003, 2004, 2005. Ensuite, à Rennes, j'ai eu la grande chance de pouvoir concentrer tout mon service sur un semestre et Oui, de c'est pouvoir ça. partir un semestre entier pour suivre la Bordeta, notamment en février 2006 à Madrid. Euh, mais les plus grandes difficultés, voilà, j'aurais aimé pouvoir passer une année entière sur place, mais bon, ça n'a pas été possible. Donc, la principale difficulté, c'était de ne pas être sur place pour pouvoir avancer le plus rapidement. Mm. Et alors, du coup, cette nécessité pour toi d'être sur la brèche, de ne pas louper de choses, et puis la peur que ça te contredise et qu'il faille que tu changes ton titre, avec tout ce qui allait avec, est-ce que ça a fait de toi un doctorant obsessionnel? Où tu étais raisonnable? C'est-à-dire, tu disais, bon, le cas échéant, je recalibrerai, ou est-ce que tu étais dans les transes, hein, tu rêvais la nuit en te disant, mince, il faut que absolument que je confirme telle hypothèse, il faut que j'arrive à trouver tel document, je vais pas y arriver. Ça m'est arrivé plus sur la fin, plus tardivement, quand j'étais vraiment dans l'étape de rédaction, parce que donc euh, voilà, après mes 4 années d'ATER et un an de lecteur en 2000, voilà 2000, fin 2007 ou début 2008, je sais plus. Voilà, quand je pars à Saragosse, un an, j'arrête totalement la thèse Ouais. et je me dis que voilà que c'est abandonné. Donc finalement, voilà, ma crainte initiale finit par se produire et donc la thèse est en suspens. Euh, je n'ai plus aucun contact avec les membres du parti que j'avais pu côtoyer pour avoir des informations. Je suis à Saragosse, mais je ne profite pas vraiment de ce moment pour continuer à travailler. Je ne les vois plus. Euh, mais en 2009, quand j'arrive à Toulouse, euh, je me remets dans la dynamique de la thèse à partir de 2010. Euh, parce que je prends beaucoup de plaisir à enseigner. Et je comprends, euh, je comprends que je veux devenir un enseignant-chercheur, pas que enseignant. Mm. Donc ça me remotive et c'est vraiment à cette période-là, alors où j'avais à peu près deux chapitres sur 6 qui étaient à peu près rédigés. Donc je commence par
re-rédiger, je reprends les deux premiers chapitres à partir de 2010 et à partir de 2011, voilà 2011-2012 avant la soutenance, voilà, ce sont des années où je vais voilà beaucoup écrire et j'avoue que je n'ai pas une facilité non plus, ça me Ah, demande beaucoup de travail. Voilà, chaque page est une et surtout les premières, chaque page est une torture. aïe. Et à chaque page, j'ai l'impression, je me dis, je suis, voilà, sur le bord de jeter à nouveau l'éponge. Je me dis non, c'est au-dessus de mes forces, je n'y arrive pas. Euh, et d'ailleurs, je ne sais pas par quel miracle finalement ça finit par, euh, Décanté, ouais. par se décanter. Puis une page est terminée, puis une autre, et puis ça fait un chapitre, et puis et voilà. Et petit à petit, puis quand le nombre de pages commence à augmenter, on se dit bon, ça y est, j'ai voilà. Et en fait, je comprends que c'est une gymnastique et que je dois écrire tous les jours. Et que si je pars ou si je ne fais plus rien pendant un week-end ou pendant 2 jours, se remettre à l'écriture, c'est vraiment un travail titanesque de voilà de se raccrocher ces wagons-là. J'ai l'impression d'avoir perdu un temps précieux parce que je me suis arrêté une journée ou deux. C'est vraiment un exercice que je ne dois pas abandonner. Il faut que j'écrive tous les jours pour que ce soit en commençant à corriger ce que j'ai écrit les derniers jours. C'est-à-dire que c'est toujours une bonne Ah oui, mise. tu reprends, tu remontes un peu. D'accord. Ouais. Alors Ok. j'ai l'impression de ne pas beaucoup avancer, mais finalement ça me rassure d'avoir peaufiné ce qui était Mhm. écrit précédemment. La rédaction était un peu incertaine, elle est peaufinée, elle est meilleure, ça me met en confiance et je repars sur un premier jet qui sera ensuite peaufiné par la suite, quoi. Ouais, tu fonctionnes par strat, ouais, d'accord. Ouais. Le premier jet est toujours très décevant. Il faut toujours le reprendre, dans mon Ah ouais. cas. D'accord. Ah, tu sais, il y avait, ça me fait penser à Gabriel Garcia Marquez qui disait, alors, outre qu'il faut écrire tous les jours, exactement ce que tu dis toi, et donc ça m'a fait penser, il a dit, il ne faut jamais arrêter d'écrire quand tu ne sais pas par quelle phrase tu vas enchaîner le lendemain. Parce que sinon, tu es sûr de mettre des heures et des heures à remettre le moteur en route. Et donc, ça me fait, c'est amusant d'avoir besoin de revenir pour une espèce de d'auto-régurgitation et tout ça. Enfin, c'est très intéressant. Et alors, du coup, tu as écrit, moi je suis très intéressée aussi, avant de parler dans le cadre avec des collègues dans le cadre de ce projet, pour moi, une thèse, ça se rédige par le début et l'intro, le un, le 2, le 3, le 4. En l'occurrence, toi, tu as 6 parties, enfin 6 chapitres, ou je sais pas comment tu les as intitulés. Et toi, alors, tu es de cette école-là ou tu es de l'école de un certain nombre de nos collègues qui disent une thèse, ça se commence par le bout que tu veux. Si tu veux commencer par le point 6, tu commences par le point 6. Et un jour ou l'autre, le puzzle finira par se reformer. Moi, j'ai eu le besoin, et d'ailleurs, ça me l'a refait pour mon HDR il y a 2 ans. J'ai eu le besoin de faire un premier jet d'introduction d'abord, quitte à la retoquer après, mais je pars sur sur l'introduction et que j'ai remanié ensuite. Mais en tout cas, j'ai besoin de partir sur une introduction qui pourrait être à cet instant T à peu près définitive, Ouais. peaufinée. Je passe beaucoup de temps. Je me dis ça y est, elle est bien. Euh, c'est correct. Et ensuite, j'ai enchaîné de façon chronologique sur mes 6 chapitres, 3 parties. Non, c'était des parties, c'était pas des chapitres, mais je les ai écrits dans l'ordre Ah oui, parce il y avait une cohérence aussi chronologique et ensuite la présence du parti dans les différentes institutions. ouais, donc c'était cohérent. Mm. Donc les origines du parti et ensuite la présence du local à l'échelle européenne avec toutes les alliances. Et donc pour moi c'était cohérent de le faire dans l'ordre. Ouais, Et j'ai terminé par la conclusion en remaniant aussi un peu l'introduction. logique, logique. Alors, s'il y avait une chose que tu referais dans ta thèse, ce serait quoi? Tu dis là, non, sur le coup, je ne pouvais pas l'envisager autrement, mais rétrospectivement, c'était pas, je sais pas, le bon emboîtage, le bon angle, ou à cet endroit-là, j'ai établi un rapport, un lien logique entre des choses qui en fait n'en avaient pas, ou, tu vois? Pour l'avoir relue, parce que je l'ai traduite pour la publier en espagnol à Saragosse, bon, comment dire,
je me suis aperçu que malgré toutes ces heures passées à peaufiner le texte, euh, bon, j'étais pas Garcia Marquez, hein, voilà, je suis pas un Oui, oui. grand écrivain. J'ai pas une plume facile, voilà. Je trouve qu'elle est un peu euh, aride. Hein. Donc, je n'ai pas eu beaucoup de plaisir à me relire pour me traduire. Euh, je pense que c'est la même, enfin, je pense que c'est comme un enregistrement d'une voix. On se dit, mais qui est cette personne qui parle? Voilà, je pense que bon, voilà, ça n'a pas été un moment très agréable. Donc j'ai mis 2 ans à me traduire. C'est un peu douloureux. Euh, et je pense, alors j'ai pas vu, alors c'est plutôt au niveau voilà de la langue où ouais, il y aurait eu des choses à peaufiner, à améliorer, mais je pense que c'est surtout la conclusion qui aurait mérité d'être un peu plus développée aussi. Je l'ai trouvée en me relisant un peu décevante. Voilà, je pense D'accord. mais bon. Je me souviens aussi qu'elle avait été faite dans l'urgence avant mais et qu'elle aurait pu être voilà et bon et je pense que ça m'avait été reproché aussi le jour de la soutenance. Bon la conclusion aurait pu être un peu plus développée donc je l'avais un peu modifié pour la publication en espagnol. Et surtout je l'avais aussi élargi aux années qui avaient passé puisque la soutenance a lieu en 2012 et ma publication de thèse se produit en 2017. Donc je l'avais j'avais fait une petite mise à jour aussi en espagnol en parlant justement de l'arrivée du parti aux affaires en coalition avec le PSOE au niveau de l'Aragon. Alors donc c'est pour les gens qui ont publié leur thèse, et alors en plus toi c'est d'autant plus difficile que tu dois non seulement la relire, mais la traduire. Donc tu l'as dit surtout quand tu te rends compte que tu n'aimes pas ta façon d'écrire, en tout cas que tu te dis mais enfin comment est-ce que je suis, je sais pas, j'imagine, hein, maladroit, explicatif, etc. Alors que bon, ou au contraire tu as dit aride. Donc comment Mm. pourrais-tu écrire une thèse Garcia marquésienne? Mais du coup c'était vraiment douloureux ou juste ennuyeux ce processus d'auto-traduction, d'auto-correction. C'était non plus ennuyeux que douloureux Ah, euh, ok. parce que j'étais donc je venais d'avoir un poste de maître de conférence à Toulouse, donc dans mon département où j'étais Prague, un poste, donc un départ en retraite d'Antonia Pagliac, donc une collègue aussi qui a été très importante en arrivant à Toulouse, puisqu'elle avait fait sa thèse sur le fait différentiel catalan, donc on avait un certain nombre de choses en commun, c'est vrai que c'est là aussi que j'ai senti que mon profil pouvait intéresser le département pour prendre la suite d'Antonia Oui. Pagliac lorsqu'elle partira à la retraite, donc ça m'a aussi beaucoup motivé pour finir ma thèse, puisque je comprenais que en étant à peu près dans les mêmes spécialités, j'avais beaucoup de choses à apporter au département en tant qu'enseignant-chercheur et en prenant la suite d'Antonia Pagliac. Donc ça m'a aussi beaucoup motivé pour pouvoir présenter Ah oui. ma candidature dans les temps. Mais donc j'avais voilà beaucoup de responsabilités déjà, des cours très intéressants à préparer, et donc j'étais un peu voilà pris dans une voragine de plein de choses au niveau enseignement, administration au département des langues de Toulouse, Capitole, et en même temps voilà à mes heures perdues je devais me replonger dans la thèse, la traduire, donc oui, c'était un peu fastidieux, oui, c'était plus après bon douloureux peut-être que j'exagère un peu, mais voilà, plus fastidieux, ennuyeux que douloureux. Et c'est vrai que ça te ramène en arrière alors que toi, tu as envie t'as envie Ouais, d'avancer. c'est ça. Bon, et alors, cette thèse qui, on voit bien, qui a été à la fois un parcours intellectuel et un parcours individuel où tu t'es découvert toi-même et contraint pour arriver à dépasser, je vais jamais y arriver. Dans quelle mesure est-ce que, elle continue d'avoir une importance? Alors, dans ta vie de chercheur, ça, tu as en partie répondu à cette question-là. Mais dans ta vie d'enseignant, c'est-à-dire toi, ce parcours, comment est-ce que ça rejaillit sur ta façon d'enseigner, sur les programmes que tu peux donner, sur ton rapport avec les programmes en licence, en master et éventuellement au concours? Hmm. Alors, pendant toutes mes années à Toulouse, en tant que maître de conférence
est responsable pédagogique d'une filière droit monde hispanique et double diplôme en droit avec l'Espagne, avec Barcelone, avec l'Université autonome de Barcelone et l'Université de Valence. J'ai pu assurer des cours à des juristes en première année que nous sélectionnons sur des critères de dossier, mais aussi sur des critères linguistiques. Donc déjà, dès la première année, première, deuxième année, je pouvais faire cours en espagnol sur les institutions politiques de l'Espagne, le système électoral, la constitution espagnole, et évidemment tout ce que j'ai appris pendant ma thèse m'a énormément servi pour élaborer tous ces cours et pour être le référent de ces étudiants sur l'Espagne contemporaine et l'Espagne politique institutionnelle contemporaine. Et l'Espagne aussi, l'Espagne de la diversité, l'Espagne, donc, comme nos étudiants ensuite vont, alors ceux du double diplôme allaient spécifiquement à Barcelone et à Valence, j'introduisais évidemment le côté catalan, le bilinguisme, la législation sur le bilinguisme, l'enseignement en catalan, etc., à l'université, puisque pour les étudiants hispanistes, c'est toujours une source, enfin juristes hispanistes, une source d'angoisse de devoir peut-être malgré eux assister à des cours en catalan, chose que j'essayais de dédramatiser en leur disant qu'ils allaient s'apercevoir très rapidement qu'ils allaient pouvoir suivre avec beaucoup de facilité ces cours en catalan, s'ils y étaient contraints, qu'il ne fallait pas s'en faire une montagne, et qu'au contraire, c'était un peu aussi une thérapie de choc pour intégrer une troisième langue dans leur bagage, surtout s'ils se projetaient dans un avenir professionnel en Espagne, puisque 40% des Espagnols vivent dans une région où le catalan est une langue officielle. Si on prend la Catalogne, les Baléares et le Pays valencien, c'est quand même très important, très dynamique sur tout point de vue. Donc, qu'il ne fallait surtout pas se fermer au fait de la langue catalane en pensant que c'était un vulgaire dialecte qui n'avait aucune utilité, que c'était vraiment pas une attitude constructive pour eux, et qu'il fallait au contraire euh, peut-être voilà accepter ce bilinguisme mais de façon naturelle, même si parfois c'est un petit peu difficile quand on y est contraint, mais que ça allait devenir un avantage aussi pour eux. Ah oui. Donc je leur parlais aussi de mon parcours, puisque moi je ne suis pas catalanophone d'origine, mais après moi je suis passionné par le catalan. C'est différent, mais je leur ai dit que la langue était tout à fait accessible. Mm. Et toutes ces années m'ont beaucoup servi pour cette première partie de ma carrière. Et ça m'a ma thèse et aussi mes enseignements, donc aussi l'Espagne dans l'Europe, ça m'a beaucoup fait réfléchir aussi. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance. J'ai réussi vraiment à allier enseignement et recherche, puisqu'ensuite pour mon habilitation, j'ai voulu travailler à la représentation de l'Espagne à l'étranger. Donc comment l'Espagne démocratique a construit une nouvelle façon de faire de la diplomatie culturelle, diplomatie d'influence, en mettant en avant aussi la diversité linguistique et territoriale de l'Espagne. Et ensuite, comment les autonomies elles-mêmes ont géré leur propre agenda. Et donc, et c'est là que je me suis plus recentré sur la Catalogne. Donc, c'est pas l'objet de l'entretien d'aujourd'hui puisqu'on parle de la thèse, mais le sujet de l'HDR était aussi de comprendre un peu la politique étrangère, la politique internationale des communautés autonomes espagnoles et surtout la Catalogne, puisque pendant le processus souverainiste, lorsque le président du gouvernement espagnol, Rajoy, avait demandé au Sénat d'appliquer l'article 155 pour suspendre l'autonomie catalane. Ce qui m'avait surpris, c'était que dans les structures à l'étranger, le gouvernement espagnol avait laissé l'Institut Ramon Llull, donc la promotion de la langue et de la culture à l'étranger, et le COPCA, qui était la promotion du monde économique catalan à l'étranger. Donc j'interprétais un peu ce signal en disant, voilà, donc, ce qu'il est possible de faire même dans le cadre d'une intervention par l'article 155, c'est vous parlez de la culture et de la langue, pas de problème. Vous parlez de l'économie, pas de problème. Vous avez des compétences pour. En revanche, l'utilisation de ces structures de délégation du gouvernement catalan pour non plus faire de la paradiplomatie, mais de la protodiplomatie, là, non, vous n'avez plus le droit, hein, puisque ça va à l'encontre de l'intégrité territoriale de l'Espagne et de la politique de la diplomatie espagnole. Et donc, c'est là qu'il y a eu de gros clashs entre les deux administrations, bien sûr. Et c'est ce que j'ai essayé un peu voilà, d'étudier pendant, pour mon HDR. Donc, ça m'a beaucoup
et je- le travail de ma thèse initiale m'a beaucoup servi pour évidemment comprendre le fonctionnement institutionnel de l'Espagne actuelle. Et ça m'a donné aussi des pistes pour ensuite. Donc, euh, ça fait, voilà, mon DEA, c'était il y a 20 ans, donc ça fait plus de 20 ans que j'arrive à allier, et j'en suis voilà, ravi et épanoui, j'arrive à allier enseignement et recherche. Alors du coup, attends, Euh, à ouais. propos d'enseignement et recherche, si ça se trouve, c'est des caboches qui s'attent pas, qui s'accrochent pas. Vu quand tu as commencé ta thèse, vu je devine que tu as passé les concours, est-ce que tu fais partie de est-ce que tu fais partie de la promo, enfin des deux promos qui ont eu les nationalismes au programme, et est-ce que ça a une influence? Parce qu'on a bien compris que toi, ça avait commencé avant avec la maîtrise, le DEA, et qu'en fait, c'est tombé un peu, ce programme tomba sur une terre fertile et germa. Est-ce que ça a une influence sur ton choix de thèse, c'est ce programme d'agrég ou pas? Là aussi, un alignement des planètes vraiment exceptionnel, puisque effectivement, donc en 2001, je commence, donc j'ai déjà ces sujets en tête, hein, lorsque Marie-Claire Zimmermann, en 2000, lorsque Marie-Claire Zimmermann me demande un sujet et que je pars sur le catalan en Aragon, et que je tombe sur cette aussi problématique nationale entre l'Aragon et la Catalogne et dans l'ensemble de l'Espagne. Et à mon retour d'Ibiza, je me donne 2 ans pour passer la grecque, comme je le disais au début de cet entretien, et je tombe sur le sujet les nationalismes. Donc, je dis que c'est complètement inespéré pour Mm. moi, puisque c'est un sujet que je suis de près, que je connais bien, par le catalanisme, évidemment. Donc je connais moins la Galice et le Pays Basque, mais je m'y intéresse un peu. Et donc le sujet était les nationalismes en Espagne de 1876 à 1978, hein, de la Restauration à la Constitution espagnole, y compris le nationalisme espagnol, hein, puisque il y a aussi une politique nationaliste espagnole, bien sûr, et une idéologie. Et donc je suis ravi, donc je dévore un peu toute la bibliographie. Donc j'étais déjà assez avantagé pour le catalanisme, donc je le laisse un peu de côté, mais pour le Pays Basque, mais souvent je m'aperçois que dans les ouvrages, on trouve des références à d'autres nationalismes qui arrivent un petit peu en vrac, un peu à la fin. Donc on nous parle un peu des Canaries, on nous parle un peu de l'Andalousie, on nous parle un peu du catalanisme au Pays Valencien ou aux îles Baléares, ou alors à l'inverse du régionalisme valencien et majorquin, mais sécessionniste vis-à-vis du catalanisme linguistique. Et je m'aperçois qu'il y a vraiment rarement des choses sur l'Aragon alors moi je connais bien et je sais déjà à l'époque qu'il y a deux partis Mm. politiques régionalistes ou nationalistes en Aragon, qu'ils ont une présence institutionnelle importante, qu'il y a toujours eu des gouvernements de coalition avec l'un ou l'autre parti. Enfin, à l'époque, c'est toujours des coalitions avec le parti de la droite régionaliste aragonaise, qui a toujours été aux affaires, soit avec le Parti populaire, soit avec le Parti socialiste ouvrier espagnol. Et donc, je me dis, bon, c'est quand même un territoire qui a des choses à dire et qui est très peu étudié. Et donc, je comprends qu'il y a, même en Espagne, hein, très peu étudié en Espagne aussi. Et donc, je comprends que j'ai un boulevard devant moi pour Et voilà. parler du phénomène aragonais depuis l'université. Ah oui, oui, c'est drôle, hein, la convergence là, c'est incroyable. Mm. Et pour que je comprenne la place que ta thèse, et je parle bien de la thèse, pas de la traduction de la thèse, occupe dans ton cœur, elle est où chez toi, la thèse? Elle est au fond d'une cave ou elle trône quelque part sur ton bureau? Non, la thèse papier est plutôt au fond d'une cave, euh, Ok. plutôt. Par contre, j'ai le PDF toujours, alors pas dans le bureau, mais j'ai le PDF sur tous mes ordinateurs. Donc ça, le Ah, PDF de la thèse, il est toujours quelque part. En revanche, non, la traduction espagnole, oui, je l'ai dans ma bibliothèque, parce qu'en plus, c'est une copine qui m'avait fait la couverture, une artiste peintre à qui j'avais demandé de s'inspirer de d'affiches électorales du parti pour me faire une belle couverture. Donc c'est dommage, je l'ai pas ici, sinon je vous l'aurais montré. Euh, voilà, donc oui, oui, ma thèse publiée en espagnol, elle est chez moi dans ma bibliothèque, oui, bien sûr. et l'autre, le fichier passe d'ordinateur en ordinateur. Oui, D'accord. je l'ai, je l'ai dans mes mails,
Donc, j'ai toujours l'envoi de dépôt de thèse de 2012 envoyé à un administratif de l'Université de Bourgogne, hein, de l'école doctorale. Donc, je retrouve, si je l'ai pas, mais je le télécharge aussi sur mon ordinateur, mais je sais que j'ai la sécurité de l'avoir aussi dans un mail D'accord. très, très accessible. Donc, ça fait longtemps que j'ai pas ouvert le fichier, hein, Mais il est là. il est là, il est là. D'accord. Alors, quels sont les conseils que tu donnes à de jeunes doctorants? Je dirais de trouver un sujet passion. Alors, je pense qu'il faut être passionné par le sujet sur lequel on va passer un temps incalculable. Alors la passion, attention, hein, ça peut aussi jouer des tours, mais je pense qu'il faut être vraiment porté par le sujet. Euh, puisque et même en étant porté par le sujet, on peut avoir des crises de motivation. Et j'étais le premier à le vivre, à me dire que j'avais tout autour de moi pour pouvoir produire quelque chose, le sujet qui me plaisait, les facilités matérielles, et même avec ça, j'ai dû faire preuve j'ai parfois été démotivé, j'ai jeté l'éponge, je me suis remotivé par la suite. Donc, j'avais j'ai peut-être un problème de maturité aussi au tout début, mais euh, voilà, je pense que il faut vraiment être porté par le sujet et être très très motivé. Mm. La motivation, ouais. Ouais, motivation par le sujet et puis ensuite voilà avoir essayer d'avoir un rapport fluide avec le directeur de thèse qui est fondamental ou la directrice de thèse. Euh, de ne pas hésiter à les appeler, à les solliciter. Ils sont là pour nous encadrer. Euh, Et alors, puisque toi, euh, tu es particulièrement sensible aux questions de passage à vide, de je vais pas y arriver et compagnie, quand ça se présente, tu dis quoi aux étudiants? Parce que, bon, on a tous des conseils théoriques, il faut bien se relire, il faut croire en ce qu'on fait, blablabla, blablabla. Mais bon, j'ai entendu jusque-là assez peu de conseils sur ces passages à vide-là. Qu'est-ce que tu dis, toi? Ça va aller mieux. Sachez jeter l'éponge quand décidément il n'y a pas de solution. Laissez-vous le temps d'y penser, quitte à faire complètement autre chose. Parce que bon, nous, les thèses d'aujourd'hui, c'est plus tout à fait les thèses comme même toi qui l'as soutenu en 2012. Il n'y a pas beaucoup de postes. Un trou dans un CV, c'est jamais terrible, terrible. Donc, quels sont les arguments que tu trouves pour motiver tes troupes? Ça, c'est vraiment dur comme question. Oui, Tu te donnes comme exemple en disant, regardez, moi, je suis l'exemple même de la personne qui a eu des passages à vide. Et donc, c'est pas un drame, mais par contre, il faut de l'énergie pour arriver à se... oui, c'est pas un drame et sachez que je ne sais pas trop par quel miracle on peut rebondir. C'est-à-dire Ouais. que euh, ça peut être en se mettant une journée dans la situation parfois douloureuse de je vais produire quelque chose par écrit aujourd'hui. Quoi qu'il arrive. Et quoi qu'il arrive. Et ce qui m'a beaucoup remotivé quand j'étais dans des passages à vide, c'était de me dire qu'au bout d'une journée, j'avais pu peut-être écrire une page Mm. à peu près correcte, que j'allais retravailler le lendemain et j'allais repartir sur une autre page. Et de fil en aiguille, ça me remotivait en voyant que je n'étais plus devant la page blanche, hein, et que le plan qui était déjà bien sûr convenu depuis très longtemps avec la directrice de thèse allait être enfin développé. En se disant, voilà, j'ai le plan il est là, il est pertinent, il est validé, je n'ai plus qu'à le développer et à l'alimenter. Et, Mm. et on peut avoir des journées moins productives, on peut tomber dans cette démotivation, mais mon conseil serait de d'écrire tous les jours, puisque chaque jour, comme je le disais tout à l'heure, plus on écrit, plus c'est une gymnastique, plus on écrit, plus on a de facilité pour écrire, plus on a la possibilité de se relire après. Une fois qu'on a produit et qu'on peut se relire, on se remotive pour continuer à écrire Mm. puisqu'on voit aussi, et parfois on peut, voilà, trêve de modestie, on peut se relire et se dire, ah, mais ça, c'est vachement bien. Et Tout à ça fait. aussi, ça booste.
Ouais. Et ça remotive de se dire, ah oui, c'est exactement ça que je voulais dire, c'est comme ça que je voulais dire, j'y suis parvenu. Donc je vais faire ça pour la suite. Ouais. Et, et, et parfois, oui, je parle de petits miracles parce que je ne saurais pas expliquer comment j'ai réussi finalement, comment ce déblocage est arrivé pour avoir une page, puis deux, puis trois, puis un chapitre qui, après moultes heures de peaufinement, finissait par ressembler à quelque chose. En tout Et, cas, ce que tu dis et- d'important, tu vois, là, je retiens, ce que tu dis, je ne sais pas par quel petit miracle, tu as quand même dit, j'ai dû revenir à mon plan, à mon projet de thèse, puisque tu Mm, avais dit avant, tu avais mm, dit j'avais bien élaboré, je savais où j'allais, etc., etc. Donc peut-être que la solution, c'est de laisser reposer et de garder comme une espèce de lumière au fond du tunnel. Mais attends. C'était quoi ton projet? oui. C'est quoi le cheminement pour y arriver? Et rappelle-toi que ça a été validé par ta directrice. Peut-être que c'est tout bête, mais c'est peut-être ça, il faut revenir à cette chose-là régulièrement. Oui. Et se rappeler, c'était un conseil de ma directrice, Anne Charlon, qui me disait toujours, n'oublie jamais. Alors, c'est vrai que paradoxalement, parfois on peut l'oublier quand on est dans le développement, justement. Elle disait, attention, n'oublie jamais la thèse que tu veux défendre. Mais Ça, oui, ça paraît invraisemblable, mais pourtant, parfois, on doit se le rappeler. oui. Oui, mais je suis pas en train de faire tout ça pour remplir des pages vides, hein, c'est pas du tout ça. J'ai pas voilà, je dois atteindre absolument le seuil des 500 pages parce que sinon ceci, cela, voilà, bon, ça c'est bon. Mais surtout, n'oublie pas que ta thèse, c'est ça. Tu dois démontrer ça. Et parfois, voilà, la directrice de thèse ou le directeur de thèse sert aussi à ça, petite piqûre de rappel. Attention, n'oublie pas ce que tu es en train de démontrer, tout simplement. Mais oui, c'est ça. Effectivement, tu te laisses pas porter par des pages et un petit ronron, nanana, mais oui, mais attends, c'était quoi le projet de départ, tout simplement. Et oui. Et il faut y revenir. Et ouais, ouais. Peut-être que ça a été un moteur de remotivation, oui, aussi, bien sûr. Peut-être. Et puis, mais Mm. j'aime bien l'idée du petit miracle. Il s'est passé quelque chose, on met pas le doigt dessus, mais tant mieux, peut-être qu'il faut pas. Une espèce de vieille superstition, tu sais, tu as ton doigt ND personnel C'est ça. qui t'a poussé. Mais c'est quelque chose que je vis encore aujourd'hui, hein, et ça, enfin voilà, je pense, enfin, toute proportion gardée, c'est comme un comédien qui nous dira qu'il a toujours le trac après 40 ans de scène. Euh, Après 20 ans de carrière, j'ai toujours un peu la panique de la page blanche, hein, c'est-à-dire que, parce que c'est toujours cette, voilà, on n'a pas écrit un article depuis un moment, on s'y remet, et puis je me revois encore, mais comme devant une page blanche de la thèse ou de l'HDR. Voilà, c'est encore une nouvelle montagne à surmonter, qui n'est pas insurmontable, mais elle est fastidieuse à surmonter. Voilà, on a rien sans rien, En tout cas, malheureusement. tu sais que ce doute, je t'imagine en te disant, ah, ça y est, tu me refais le coup de la page blanche, Ouais. mais tu sais très bien qu'à l'arrivée, trouveras la solution pour surmonter ton... Ouais, c'est le fameux connais-toi toi-même, etc., quoi. Et il y a toujours alors en tout cas pour moi, hein, donc oui, tout à l'heure la traduction était plus fastidieuse que douloureuse, mais l'écriture pour moi est vraiment douloureuse encore aujourd'hui. Et à chaque fois, c'est l'impression de bon, pour l'HDR c'était évidemment le summum, mais c'était le voilà, sangre, sudor y lágrimas, mais littéral, hein, sangre, sudor y lágrimas. Et, Bon, écoute, c'est peut-être ça qui te permet de produire des choses de qualité. Tu as besoin de ce passage difficile pour oui. accoucher de Mm. ce que tu as à dire. Bon. Et Et dis-moi pour après comme finir. Oui, oui. dis-moi. Vas-y, Oui. vas-y. Non, non, et après, comme tout, voilà, en se relisant, donc parfois, oui, donc trêve de modestie, ah bah ça c'est plutôt pas mal, on est un petit coup de fierté qui fait du bien, ah bah ça c'est bien, et parfois, après, voilà, on va retomber aussi sur des choses qu'on a écrites un peu, et puis finalement, on a dû rendre, et on se dit, bon, bah là, j'étais pas finalement très inspiré, quoi. C'est comme tout, hein, on n'est pas toujours, on fait de notre mieux, et parfois, on atteint un niveau satisfaisant, et puis parfois, on se trouve un peu moins à la hauteur que ce qu'on aurait pu faire si on avait eu plus de temps ou si on avait encore dû voilà repeaufiner un article. Bon, voilà, après on n'est plus maître de notre temps non plus quoi. Ah, ça, c'est vrai on fait de la recherche dans des conditions parfois un peu extrêmes, hein, comme on dit. C'est entre deux portes, malheureusement. Et alors, dis-moi, pour finir, est-ce que tu veux bien, bah, du coup, ouvrir ton fichier, ton PDF?
des toda la vida, tout ça, hein, ton doudou, si je puis dire. Ouais. Et puis nous lire la première phrase, le cas échéant la deuxième, s'il te semble que c'est plus pertinent pour qu'on comprenne ta démarche, et que tu nous en fasses un commentaire rétrospectif. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça fait partie de cette phrase, ces phrases où tu te dis, ah, bah c'était pas si mal, hein, pour reprendre ton expression, Mhm. ou de celles où tu Ouais. te dis, oh, bon là, j'étais pas au top, mais bon, on Alors, garde ou on garde pas? je peux lire le premier paragraphe de l'introduction? Eh ben vas-y, C'est ça? Ouais. vas-y. Alors, c'était lorsque l'on décide de se consacrer aux études de civilisation espagnole contemporaine, il est pratiquement impossible d'échapper à l'un des principaux enjeux, l'articulation et l'organisation territoriale de l'État espagnol. Cette question, qui pourrait n'être que purement administrative, revêt en Espagne une dimension identitaire fondamentale qui adopte dans bien des cas une dimension nationale et nationaliste. En effet, l'organisation territoriale espagnole doit résoudre et donner des réponses consensuelles à des questions cruciales. Comment orchestrer et articuler au sein d'un seul et même État des territoires et des peuples ayant des conceptions différentes de la nation et de l'Espagne? Comment doser ces sentiments identitaires parfois opposés? Comment intégrer des lectures historiques différentes? Comment administrer le caractère multilingue et multiculturel de l'État? Quel rôle attribuer à cette langue commune? Hmm. Donc c'est ma première, voilà, première demi-page, on va dire. Et alors, que t'en penses? Euh, oui, bah, pas si mal, mais ce serait peut-être à remanier un peu, quoi. Là, peut-être un côté un peu perfectionniste. Je l'écrirai plus comme ça aujourd'hui, mais c'est toujours des questions qui continuent de m'interroger et qui ont clairement articulé ma recherche aussi. Tu veux dire que tu la Et- réécrirais autrement parce que c'est des questions de style, tu te trouves pas assez oui, plutôt de synthétique, style. trop. Voilà. Voilà, mais Oui, sur le contenu, tu changes rien. ouais, je valide. Ouais. D'accord. Ok. Mm. Bon, donc celle-là, au moins, quand tu ouvres, c'est pas si c'était à refaire, je changerais. Non, ça va. C'est pas me muero de vergüenza ajena. Propia, pour le coup. Oh, bien, ouais. C'est pas ça. Bon, ben Michel, je te remercie beaucoup, beaucoup pour cet entretien passionnant. Moi, toutes ces histoires, je les trouve extraordinaires. Et puis, ça oblige à repenser les questions de centre, périphérie, bilinguisme, trilinguisme. Enfin, c'est vraiment passionnant. Donc, je te remercie beaucoup pour cet entretien et puis d'avoir accepté de participer au projet Merthez et moi. Merci à toi pour la proposition. En tout cas, ça m'a fait très très plaisir. Et puis, c'est un exercice assez drôle finalement, hein, de revenir un petit peu sur toute cette étape. Voilà, c'est ce travail d'introspection. Bon, que j'avais refait un petit peu. C'est pour ça que c'est à nouveau très frais parce que je l'ai refait pour l'HDR, donc assez récemment finalement pour euh, pour le document de synthèse aussi. Et voilà, c'est un j'ai passé un bon moment, donc merci Caroline. Merci beaucoup à toi.